Avec nous ce soir, Manuel Pouchelet, expert en relations internationales. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Avec plaisir. Alors Manuel Pouchelet, après 471 jours consécutifs de bombardement, le cessez-le-feu conclu entre le Hamas et l'entité sioniste vient d'entrer en vigueur, je le rappelle, avec 3 heures de retard. Pouvez-vous nous expliquer justement la substance de cet accord après plusieurs mois de négociations, notamment au Caire et à Doha ? Alors, la négociation d'un cessez-le-feu est toujours très longue puisque vous êtes au Moyen-Orient et que forcément il y a plusieurs parties en présence à contacter, à consulter, mais aussi qui sont metteurs en œuvre de cet accord et notamment de ce cessez-le-feu, un petit peu pour rappeler aussi au gouvernement de Benjamin Netanyahou qu'il est temps que cela cesse parce que cette situation crée des déséquilibres dans les pays voisins. Je pense notamment à tous ceux qui sont voisins d'Israël et même dans d'autres pays régionaux. Mais c'est un accord qui est salué, qui était nécessaire pour que les Gazaouis puissent retrouver un moment de paix, de calme surtout. Je pense aux populations. Vous avez bien insisté dans vos documentaires sur le déplacement de ces populations. Et le plus urgent, hormis l'aide humanitaire qui est forcément fondamentale, il faut impérativement que les Gazaouis puissent reconstruire leur habitat et avoir un espoir d'avenir et de futur dans cette région qui malheureusement souffre beaucoup trop. Maintenant, le tout est de savoir combien de temps va durer ce cessez-le-feu. Moi-même qui connais très bien la région pour habiter dans un pays du Nord qui est le Liban, je vous ferai remarquer que malgré le cessez-le-feu, il y a quand même eu des exactions d'Israël sur le territoire libanais. Croisons les doigts, les parties se sont engagées, mais vous l'avez signalé, on retrouve dans le cercle des négociations le Qatar, l'Égypte, et je pense qu'il faudrait peut-être aussi ne pas oublier, parce que c'est un État discret qui a peut-être contribué, je n'ose pas m'avancer, c'est le sultanat d'Oman qui est capable de parler à toutes les parties en présence en tout cas. Vous parliez, Manuel Pouchelet, des Palestiniens déplacés qui sont en train de commencer à revenir chez eux. On a pu observer ça depuis ce matin. Quelle perspective, selon vous, pour le retour des déplacés palestiniens et pour l'acheminement aussi urgent des aides humanitaires et médicales pour une population qui vit, on peut le dire, dans une situation de sinistre sans précédent ? C'est un véritable chaos qu'est la situation à Gaza, il faut être honnête. Maintenant, il va falloir que les pays de la région se mobilisent pour les aider. Je pense à ce que j'ai pu voir au Liban en 2006, quand il y a eu la guerre des 33 jours entre Israël et le Hezbollah, où justement, après avoir vu des villages complètement rasés au sud Liban, les Libanais se sont mobilisés, si vous voulez, là je vais faire le parallèle avec Gaza, se sont mobilisés avec des aides pour justement reconstruire au plus vite, parce que si vous redonnez un habitat à cette population, vous allez forcément conquérir son cœur et forcément, elle va, si vous voulez, se montrer beaucoup plus enclin à soutenir votre action. Le plus important, c'est d'aider cette population, puisque on est aussi en période de froid dans la région, il faut les mettre à l'abri. Les nourrir n'est pas suffisant, il faut aussi les mettre à l'abri et, si possible, reconstruire au plus vite l'habitat. Donc, en surtout que l'ONU parle, Manuel Pouchelet, de 90% de Gaza qui a été rasé. Oui, je vous le confirme, moi j'allais même dire 95, voire 100% dans certaines zones. Gaza a été détruite, il faut la reconstruire, comme on l'a entendu lors de vos documentaires. Il faut impérativement mobiliser aussi des moyens lourds de chantier pour faire place nette et reconstruire. Cette reconstruction sera possible avec, bien entendu, la mobilisation de la population, parce qu'au sein des déplacés, bien sûr, vous avez toujours des ingénieurs, des architectes, des gens qui maîtrisent parfaitement la construction urbaine et peut-être aussi penser à un nouvel habitat. Mais de toute façon, le plus urgent dans l'immédiat, c'est de mettre cette population à l'abri. Et quoi qu'il en coûte, et il faudra de l'aide de tous les pays de la région pour justement aider cette population à retrouver ses proches et surtout à faire le deuil de ceux qui les ont quittés. Alors Manuel Pouchelet, la première étape de cet accord de trêve a commencé à être mise en œuvre ce matin. Je parle là de l'échange des prisonniers. On voit d'ailleurs les images de la prison sioniste d'Ofer qui nous parviennent en direct. Le Hamas a libéré ce matin 3 captives sionistes en échange de 90 prisonniers palestiniens attendus. Comment voyez-vous l'acheminement de ce processus, Manuel Pouchelet ? Ce processus est obligatoire dans toute négociation de paix. C'est un petit peu la trêve et les conditions, vous savez, d'un après-combat entre guerriers, si je puis me permettre. Maintenant, Israël a aussi ses geôles qui sont pleines de prisonniers palestiniens, qui finalement, je pense,
ont défendu leurs idées, ont purgé leurs peines et doivent rentrer dans leur famille, retrouver leurs proches pour continuer de défendre certes la cause palestinienne, mais surtout aussi les aider à rebâtir ce futur avec cette nouvelle vision où justement, quand vous regardez l'histoire du monde, beaucoup de leaders ont été enfermés, je pense notamment à Nelson Mandela, et ont su proposer une vision d'avenir à cette population qui aujourd'hui s'en cherche un nouveau. Cette trêve sera, je l'espère, l'occasion de pouvoir reconstruire Gaza et de promettre un nouvel avenir à cette population. Mais le plus important est déjà de soigner, de faire le deuil et surtout de reconquérir les cœurs. Et c'est le plus important en tout cas. Cette annonce de trêve, Manuel Pouchelet, a suscité de nombreuses réactions de mécontentement de hauts responsables sionistes, à l'instar du très controversé Ben Gvir, qui a même décidé de démissionner de son poste de ministre en signe de protestation. Devons-nous nous attendre à une situation de contestation intérieure, voire même peut-être à des confrontations entre les différents courants sionistes suite à cet échec qui a été subi à Gaza? Quand vous regardez, si vous voulez, le début de cette histoire en octobre 2023 et aujourd'hui, le gouvernement de Netanyahou ne tient plus, il faut être honnête. Il y a eu des ruptures nettes, il y a même des chefs militaires qui n'approuvent plus, on va dire, cette politique. Mais il faut savoir que même pendant ces événements, pendant ces nombreux jours que vous avez énumérés, Israël et son gouvernement ont explosé de l'intérieur. Ils étaient habitués, quand on regarde l'histoire de ce pays, au temps court. Et là, les Gazaouis, le combat de Gaza et des Palestiniens en général pour leur indépendance ont obligé Israël à s'aligner sur le temps long. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est que les déclarations de peu importe des ministres, si vous voulez, du gouvernement israélien, la population israélienne leur met également la pression puisqu'elle attend toujours les otages. On ne sait toujours pas, il y a eu 3 personnes de libérées, 3 femmes de libérées, ce qui est très bien, certes, mais en attendant, il manque toujours à l'appel d'autres otages qui sont détenus par le Hamas, mais je vous rappelle que cette négociation est longue, il y a des efforts diplomatiques, on a eu très peu de passages dans la région de hauts diplomates ou de hauts responsables, je pense notamment européens, américains, voire même de responsables régionaux. Je pense à des puissances incontournables que sont l'Égypte, que sont l'Arabie saoudite et puis également l'Iran. Pour l'instant, l'objectif dans cet échange de prisonniers, c'est une forme de bonne volonté qui est manifeste des deux côtés. Maintenant, en ce qui concerne le gouvernement de M. Netanyahou, il risquerait d'exploser à tout moment puisqu'il a aussi la pression de la rue qui lui est forcément hostile de plus en plus. Pourquoi? Parce que côté israélien, ce sont des jeunes qui sont mobilisés pour y faire un service. Et aujourd'hui, le grand danger, c'est qu'après, entre guillemets, avec cette trêve sur Gaza, Israël, et d'ailleurs vous l'avez plus ou moins dit dans vos derniers documentaires, risquerait de concentrer ses efforts sur la Cisjordanie qui, pour l'instant, au niveau sécuritaire, pose problème à l'État sioniste en tout cas. Cet échange de prisonniers, Manuel Pouchelet, démontre par ailleurs que le Hamas a finalement bien su négocier cet accord de trêve. Toujours, oui, le Hamas, quoi que l'on en dise, est un mouvement avec 2 entités, tout comme le sont d'autres mouvements régionaux. Ils ont su mobiliser leurs alliances, je pense notamment avec le pouvoir de négociation du Qatar, qui cherche aussi au niveau diplomatique un enjeu, puisque vous savez, la région est très étroite en matière de couloirs de négociation, hormis les grandes puissances régionales qui ne cèdent pas forcément leur place à ces nouvelles orientations. Le Hamas a su négocier, le Hamas a su convaincre, mais je vous rappelle que c'est peut-être le nouveau visage du Hamas qui est en train d'apparaître, alors que du côté israélien, ils sont toujours à la peine pour proposer un autre discours, et l'on voit qu'ils s'entêtent, on va dire, à maintenir une pression qui est indicible et irresponsable sur d'autres territoires où justement on y retrouve des Palestiniens, et je pense plus particulièrement à la Cisjordanie, où là je pense qu'on va encore une fois s'attendre au temps long. Pour l'instant, cette histoire d'otages est un billet de négociation très important pour les 2 entités. On parle, Manuel Pouchelet, excusez-moi de vous interrompre, de 3 captifs
israéliens, des jeunes femmes contre 90 prisonniers palestiniens. Il y a aussi l'exemple du soldat Chalit qui était une personne contre 1500 détenus palestiniens. On va d'ailleurs voir les images de la prison d'Ofer où sont attendus les 90 prisonniers palestiniens qui seront normalement libérés dans les prochaines heures. Quelle analyse faites-vous de ce type d'échange, Manuel Pouchelet ? Je vais rester très prudent sur la volonté israélienne de libérer autant de personnes. Pourquoi ? Parce que M. Netanyahou se s'est condamné sur la scène internationale. Donc en fait, il démontre une fausse démonstration de volonté de libérer autant de prisonniers. Pourquoi ? Parce que c'est ni plus ni moins qu'une épine dans son pied qui l'a amené à faire ce génocide. Donc quelque part, c'est une fausse bonne volonté du côté du gouvernement de M. Netanyahou. Mais en même temps, je vous rappelle aussi, quid de la question, si Israël maintient sa pression sur la Cisjordanie, le tout est de savoir combien le Hamas va accepter de libérer d'otages, là où vous n'en avez eu que 3. Quelles seront, selon vous, Manuel Pouchelet, les conséquences et les répercussions possibles sur la région proche et moyen-orientale qui vit d'ailleurs en ce moment même une situation d'escalade sans précédent, en particulier à la veille de l'investiture du nouveau locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump ? Vous savez, Donald Trump a toujours confirmé son soutien le plus fidèle à Israël, tout comme l'a fait M. Biden. Maintenant, je pense qu'avec cette investiture, il y aura de nouvelles relations internationales qui seront basées sur des rapports de force complètement déséquilibrés. Et vous connaissez le pouvoir de négociation de M. Trump, il est essentiellement orienté sur l'économie. Je pense qu'il fera comme il l'a fait dans son dernier exercice du pouvoir. Il enverra, comme il l'avait fait avec M. Mike Pompeo, son secrétaire d'État, qui fera la tournée de quasiment toutes les capitales du Moyen-Orient, ce qui est un impératif incontournable. Vous savez, le Moyen-Orient, j'y intègre bien sûr le Proche-Orient, mais au Moyen-Orient, si vous voulez, il faut vraiment faire très attention au protocole de la négociation et également de la visite. Vous savez que si vous ne visitez pas un pays en termes de diplomatie, c'est un affront. Surtout dans cette région très sensible aux relations qui sont nettement plus millénaires que celles qu'entretient l'Occident, même entre elles, si vous voulez, au sein de son alliance, si vous voulez. Donc quelque part, calquer l'agenda du Moyen-Orient ou du Proche-Orient sur la présidence de Donald Trump est peut-être, on va dire, une erreur dans la mesure où le président américain s'est déjà positionné sur le sujet lors de sa campagne électorale et même lors de ses dernières déclarations. Mais ce qui l'occupe de manière de plus intensive, c'est de résoudre dans un premier temps ce conflit qu'il y a en Europe avec la Russie et l'Ukraine. Mais je vous ferai remarquer que d'ici quelques mois, je pense que l'administration de Donald Trump risquerait d'être mobilisée sur son front pacifique, où les dernières déclarations du dirigeant chinois, M. Xi Jinping, préoccupent Washington. Je vous rappelle que Donald Trump a toujours déclaré le fameux « Make America Great Again », et je pense que la politique internationale sera observée. Il avait fait des déclarations en son temps où il souhaitait le retrait des GIs américains du Moyen-Orient. Force est de constater qu'il y en a toujours autant, sauf que le dispositif, et c'est peut-être là l'avenir qui se décidera, va peut-être se réarticuler un peu plus loin sur des postes d'observation en mer où il serait moins, entre guillemets, moins victime de coups sur le territoire. Parce qu'en dehors, si vous voulez, de la présence terrestre américaine, qui est d'ailleurs en Syrie, en Irak et dans d'autres pays de la région, les Américains, aujourd'hui, souhaitent revoir cette politique, surtout sous celle de M. Trump. Et vous savez, les administrations américaines, pour bien les connaître, en général font toujours des effets d'annonce et finalement maintiennent cette politique, puisque malheureusement, le Moyen-Orient est aussi pourvoyeuse de très nombreuses ventes d'armes dans la région pour les Américains, ce qui permet de maintenir à flot une industrie et une économie américaine qui est actuellement aussi en difficulté, ne l'oublions pas. En parallèle, Manuel Pouchelet, Benyamin Netanyahou tente d'établir une zone tampon d'1 kilomètre de long et d'1 kilomètre de large. Pensez-vous qu'il va réussir ? C'est difficile, vous savez, M. Netanyahou dit tout et son contraire, donc c'est à se demander si ses volontés sont crédibles. Regardez, on a au Liban une force d'interposition qui est la FINUL, qui est présente depuis 1978, nous sommes en 2025, donc je pense que M. Netanyahou ne se rend pas compte
qu'il ne pourra peut-être pas bénéficier, on va dire, d'une aide des Nations Unies, puisque je vous ferai remarquer que ces derniers temps, il a critiqué sa présence, notamment dans la bande de Gaza, en l'accusant de tous les maux et notamment de complicité avec le Hamas. Donc maintenant, de là à savoir si ce plan va fonctionner, moi je n'y crois pas pour l'instant. Moi j'entends beaucoup de paroles, il me faut maintenant des actes. Et si vous voulez, en tant qu'observateur, c'est très difficile de voir quelle sera l'issue de ce conflit. Malheureusement, ce qui voudrait dire que cela empiéterait encore une fois sur le territoire des Gazaouis, et cette situation serait intolérable pour tout type de négociation et éventuellement de nouvelles libérations d'otages en tout cas. Merci beaucoup Manuel Pouchelet d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci madame.